Je m'appelle Charlotte. Ce soir-là, le jour où j'aurais dû fêter mon anniversaire, mon mari se tenait en bout de table, dans un salon privé perché au 40e étage au-dessus de la rivière Chicago, et leva son verre. 40 personnes, ses amis, ses collègues, sa famille se turent. Il me regarda droit dans les yeux et dit « Félicitations, Charlotte. Tu es un échec. C'est fini entre nous. » Un éclat de rire général s'éleva, comme du champagne secoué. Sa sœur aînée applaudit. Sa sœur cadette esquissa un sourire narquois derrière son verre de vin. Sa mère m'adressa ce demi-sourire compatissant qu'elle réservait d'ordinaire au personnel de service. La femme assise à la droite de Matthew, blonde, radieuse en blanc, lui toucha le bras et applaudit. Je ne pleurais pas. Je ne criais pas. Je ne bronchais même pas. Au lieu de cela, je fouillai dans ma petite pochette noire, en sortis une simple enveloppe, me levai et parcourus la table d'un pas lent et assuré. Les rires commencèrent à s'estomper à mesure que je m'approchais de lui. Je fis glisser l'enveloppe sur le marbre jusqu'à ce qu'elle repose devant son assiette. Avant de porter un toast à mon échec, dis-je d'une voix calme et basse, à peine audible, vous devriez peut-être expliquer à vos sœurs pourquoi leurs frais de scolarité sont sur le point de disparaître. À vos parents pourquoi leur maison au bord du lac et leur voiture vont être vendues en quelques minutes, et à vos associés pourquoi l'entreprise fait faillite avant même le dessert. Un silence de mort s'installa. Le sourire de Matthew se figea. Ses doigts hésitèrent au-dessus de l'enveloppe noire, comme s'ils allaient la mordre. Je me retournai, pris l'ascenseur et sortis. Derrière moi, j'entendis un téléphone vibrer, puis un autre, puis une multitude de sonneries paniquées. C'est à ce moment précis que je cessai d'être invisible. Pour comprendre comment j'en suis arrivé là, il faut comprendre la vie que je menais depuis des années. Celle que je jouais si parfaitement que j'y croyais presque moi-même. Chaque matin, je me réveillais avant l'aube dans notre maison sur la rive nord, une demeure de pierre claire aux larges fenêtres donnant sur le lac Michigan. Matthew dormait dos à moi, serrant le bord du matelas comme si la proximité pouvait lui coûter cher. Je suis descendu discrètement à la cuisine, où les comptoirs en marbre restaient froids même en été, et j'ai commencé le rituel que j'avais perfectionné. Son café, un café colombien d'origine unique, moulu exactement 15 secondes, avec de l'eau à 90 degrés Celsius. Son omelette au blanc d'œuf, sans sel, aux épinards bio, une tranche de pain grillé avec une cuillère à café précise de beurre d'amande étalé jusqu'au bord, le tout disposé sur la vaisselle que sa mère nous avait offerte. Après notre mariage, il arrivait tous les jours à la même heure, costume impeccable, téléphone déjà en main. Il s'asseyait sans me regarder, faisant défiler ses emails pendant que je posais l'assiette. Réunion avec les investisseurs à 10 heures. Il disait à l'écran. Assure-toi que la salle de conférence soit prête à 9h45. Bien sûr, je répondais d'un ton neutre. Ce que je ne disais jamais, c'est que j'avais passé la nuit précédente à corriger le modèle prédictif qui rendait possible les rendements de ces investisseurs. L'algorithme d'Oracle, mes travaux de doctorat au MIT, mes nuits blanches, mon code, c'était la raison pour laquelle Apex Venture surperformait le marché année après année. Mais dans le monde de Matthew, j'étais l'épouse qui rangeait les dossiers et servait le café pendant qu'il expliquait sa découverte à des salles remplies d'hommes qui acquiesçaient comme s'ils comprenaient. Je me souviens de la première fois où il m'a demandé de garder le silence pendant une présentation. Nous étions dans la salle de conférence vitrée du centre-ville, 20 minutes avant l'arrivée des clients. Il ajusta sa cravate dans le reflet de la vitre et dit « Si quelqu'un pose des questions sur le modèle, dis simplement que tu t'occupes du soutien administratif. » On ne veut pas brouiller les pistes. Le récit. Ce mot s'est logé en moi comme une écharde. Notre mariage était devenu une histoire qu'il racontait au monde entier. Matthew, brillant fondateur, réussite autodidacte. Charlotte, la femme chanceuse qui avait fait un bon mariage. Peu importait que j'aie écrit chaque ligne de l'algorithme. Peu importait que je puisse encore réciter les équations les yeux fermés. Sa famille me traitait de la même manière. Lors des dîners du dimanche dans leur immense maison au bord du lac, sa mère m'embrassait de l'air et disait « Charlotte, ma chérie, mets le vin dans la cuisine. » Son père riait et me disait de me concentrer sur le bonheur de mon fils pendant qu'il discutait des biens immobiliers que je les avais discrètement aidés à acquérir. Ses sœurs parlaient par-dessus moi, autour de moi, jamais à travers moi, supposant que je n'avais rien à apporter. Je les ai laissés croire cela pendant des années. Je les ai laissés croire cela. Avec le recul, je vois à quel point je me suis rabaissée. J'ai appris à baisser les yeux quand sa mère, j'ai appris à sourire quand ses sœurs levaient les yeux au ciel.
J'ai appris à ravaler les réponses que j'aurais pu donner en 30 secondes et à remplir des verres d'eau à la place. Je me disais que c'était temporaire. Je me disais que l'amour exigeait des sacrifices. Je me disais qu'un jour il me reverrait comme au premier jour, quand nous étions tous deux étudiants. Et il me regardait coder avec une sorte d'admiration. Mais l'amour ne demande pas de disparaître. Et quand j'ai enfin compris ça, Mathieu avait déjà commencé à réécrire l'histoire sans moi. J'ai continué à jouer la comédie. J'ai continué à servir le café. J'ai continué à sourire jusqu'au matin où j'ai réalisé que ma prochaine performance serait mon humiliation publique. Et j'ai décidé de ne pas m'y jeter à l'eau sans réfléchir. C'était 2 semaines avant mon anniversaire. 2 semaines avant de glisser l'enveloppe noire sur la table et de voir 40 visages réaliser qu'ils avaient applaudi la mauvaise fin. 2 semaines avant ce dîner chez Vespé, je me réveillais toujours à la même heure et suivais la même routine. Mais quelque chose avait changé en moi, comme la première fissure dans un verre qui n'a pas encore anéanti. Ce matin-là, Mathieu jeta à peine un coup d'œil à mon assiette. Je m'assis. Son téléphone vibra 1 fois, 2 fois. Il sourit à l'écran, un vrai sourire, le genre que je n'avais pas vu adressé à moi depuis des années, puis tapota rapidement quelque chose avec son pouce et retourna son téléphone. Je dois y aller tôt, dit-il en abandonnant la moitié de son omelette. Réunion avec le nouveau responsable technique. J'acquiesçai. Bien sûr. Il partit sans m'embrasser la joue ni dire au revoir. La porte du garage claqua et le silence retomba dans la maison. 3 jours plus tard, j'étais dans mon bureau à domicile pour effectuer la sauvegarde trimestrielle des fichiers d'Apex. Mathieu avait toujours insisté pour que nous conservions des copies personnelles en cas de fuite de données. Pendant que les disques durs bourdonnaient, j'ouvrais des dossiers que j'utilisais rarement. L'un d'eux attira mon attention, restructuration T3 confidentielle. Je cliquai. À l'intérieur se trouvaient des organigrammes datant de plusieurs semaines. Mathieu en tête. Un certain Daniel, directeur technique. De nouveaux associés, dont 3 issus de son ancien cercle universitaire, occupaient des postes de direction. Mon nom était nulle part. Ni dans l'organigramme, ni dans les notes de bas de page. Le dernier document était pire. Une note de service intitulée « Efficacité opérationnelle ». Elle listait les postes techniques redondants à supprimer après le prochain trimestre. Une note manuscrite en bas, de l'écriture nette de Mathieu, mise en œuvre après le T2, résolution personnelle. Résolution personnelle. C'était moi. Ma main tremblait tandis que je copiais le dossier entier sur une partition chiffrée de mon disque dur personnel. La barre de progression de la sauvegarde avançait lentement tandis que je restais assis là, respirant superficiellement, réalisant que ma tâche de suppression avait déjà été programmée comme n'importe quelle autre ligne de commande. J'avais besoin d'air. Le lendemain, je suis allé à pied dans un petit café à quelques rues de la tour de bureau du LOP. Je mangeais rarement seul ces temps-ci, mais les murs de notre maison commençaient à me peser. J'ai commandé un sandwich que je n'avais pas l'intention de manger, et je me suis assis près de la fenêtre. Quelques minutes plus tard, l'assistante de Mathieu est entrée avec une autre femme. Elles ont pris la table juste derrière moi. J'ai sorti mon téléphone, ouvert un mémo vocal, appuyé sur enregistrer et fait semblant de faire défiler. Alors, l'anniversaire chez Vespé est confirmé. L'assistante a dit, voix brillante de Derago. 40 personnes, une salle privée, toute la mise en scène. C'est l'anniversaire de qui? Demanda l'autre femme. Celui de sa femme. Mais là n'est pas la question. Elles rirent toutes les deux discrètement. Elle lui prépare encore son déjeuner tous les mardis comme si on était en 1955, poursuivit l'assistante. Elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Tout le monde au bureau est au courant pour Vanessa. Vanessa, ce nom me glaça le sang. Il le fait vraiment? Demanda mon ami. Absolument. Il transfère des actifs depuis des mois. Quand elle s'en apercevra, il ne restera plus rien à partager. Son réseau protège toujours l'argent. Je gardai mon calme. Je payai mon sandwich intact. Je partis. L'enregistrement brûlait dans ma poche comme une preuve. Le soir même, j'envoyai un SMS à Mara Klein, mon amie du MIT, devenue experte en criminalistique financière. Nous n'avions pas parlé depuis plus d'1 an, mais elle répondit en quelques minutes et me proposa un bar tranquille dans le nord de la ville,
loin de toute connaissance. Elle était la même, cheveux roux en chignon lâche, yeux perçants qui ne laissaient rien passer. Elle me serra fort dans ses bras, puis scruta mon visage. On dirait que tu viens de te rendre compte que le sol n'est pas solide. Je lui racontai tout. Les documents, la conversation surprise, les messages effacés, le nom de Vanessa, la lente disparition de mon nom de tout ce que j'avais construit. Mara écouta sans m'interrompre. Quand j'eus fini, elle fit glisser sa carte sur la table abîmée. Ce n'est pas juste un coup monté pour divorcer, Charlotte. C'est du dépouillement. Il ne compte pas te quitter. Il compte te laisser sans rien, en faisant croire que tu n'as jamais rien apporté. Elle afficha des études de cas sur sa tablette. Des hommes qui détruisent tout sur leur passage pour que leur version des faits soit la seule qui subsiste. Les hommes comme Matthew ne s'en vont pas comme ça, dit-elle doucement. Ils détruisent ce qu'ils laissent derrière eux pour être sûrs que personne ne remette leur histoire en question. Je rentrai tard, me garant dans le garage juste après 23 heures. Matthew était endormi sur le canapé du bureau. Des verres vides sur la table d'appoint. Des papiers concernant ses retrouvailles universitaires étaient éparpillés sur sa poitrine. Son téléphone s'illumina d'une notification. Vanessa. Pas de nom de famille, juste Vanessa. Comme si elle lui était déjà suffisamment familière pour s'en passer. Je le laissai là, me réfugier dans la salle de bain des invités, à l'autre bout de la maison, la seule pièce que je pouvais fermer à clé sans explication, et m'assis sur le rebord de la baignoire, mon ordinateur portable en équilibre sur une serviette. S'il comptait m'effacer, je deviendrais d'abord invisible, mais pas comme il l'imaginait. Je commençai discrètement à bâtir méthodiquement des sociétés écrans, via des états peu regardants sur les questions. Des contrats de licence rédigés à la vue de tous, dissimulés dans des mises à jour de routine. Il signait sans lire, des clauses de défaut croisées intégrées à des prêts que ses parents avaient refinancés par le biais de connaissances. J'organisais discrètement des restructurations de fiducie pour ses sœurs, qui paraissaient généreuses sur le papier, mais qui lient leur avenir à l'hypothèque de la maison de son père au bord du lac. Pièce par pièce, je créais une structure qui ferait s'écrouler tout ce à quoi il tenait le plus, au moment où je déciderais de tirer sur le fil. Ce n'était pas encore la colère qui me guidait. C'était la lucidité, celle qui survient quand on cesse enfin de prétendre que la vie qu'on mène est celle qu'on mérite. Plus tard dans la nuit, allongé, les yeux grands ouverts tandis qu'il ronflait au bout du couloir, je fixais le plafond et pensais à ma mère. À la façon dont elle m'avait élevé seule après la mort prématurée de mon père. À ses doubles journées de travail pour que je puisse m'acheter des manuels scolaires. À ses larmes le jour de mon admission au MIT, non pas de fierté, mais de peur que j'oublie mes origines. Je ne les avais pas oubliées. Je m'étais simplement laissé aller à l'art de disparaître. Mais disparaître a une durée de vie limitée, et la mienne était sur le point de s'épuiser. Le poids de ce que je construisais s'est abattu sur moi lentement, comme le brouillard qui se dissipe du lac. Au début, ce n'était que de la paperasse. Des courriels rédigés à 3 heures du matin. Des comptes jetables ouverts sous des noms que personne ne relirait à moi. De petits virements transitant par des intermédiaires qui paraissaient légitimes de l'extérieur. Je me répétais que c'était une protection, pas une vengeance. J'avais besoin d'être protégée d'un homme qui m'avait déjà jugé superflu. Mais se protéger exige de la distance. Et la distance m'a permis de ressentir tout ce que j'avais ignoré. J'ai commencé à remarquer les petites absences. Le fait que Matthew ne me demandait plus comment s'était passée ma journée, même avant la cérémonie. Le fait que la carte de vœux de sa mère soit arrivée adressée uniquement à lui. La façon dont ses sœurs me remerciaient de les avoir aidées avec la paperasse, comme si j'étais une assistante qu'elles pouvaient récompenser. Chaque rejet était moins douloureux qu'avant. Non pas que la douleur fût moindre, mais parce que j'avais cessé de m'y préparer. J'avais cessé d'espérer que les choses changent. Un samedi, Matthew est parti tôt pour ce qu'il appelait une partie de golf avec des clients. Je savais maintenant que c'était faux. J'ai attendu que sa voiture disparaisse au bout de l'allée, puis je suis allé au débarras du sous-sol, un endroit où il n'allait jamais, et j'ai sorti le sac que ma mère m'avait aidé à préparer lors de sa dernière visite. Elle était arrivée à l'improviste quelques semaines plus tôt, valise à la main, en disant simplement « J'ai réservé le train. Je reste le week-end. » Quand j'ai ouvert la porte, elle m'a longuement regardé avant de me serrer dans ses bras. Son étreinte sentait bon la maison, le savon à la lavande et une légère odeur de café, vestige de son service du matin, des années auparavant.
Elle n'a fait aucun commentaire sur la taille de la maison ni sur la vue du lac. Elle s'est contentée d'observer mon visage et a dit « Tu as maigri, ma chérie. » J'ai été occupée, lui ai-je répondu. Nous avons passé le week-end principalement dans la cuisine. Matthew était absent presque tout le samedi, ce qui était une véritable bénédiction. Dimanche matin, elle a préparé des œufs brouillés comme toujours, à feu doux, en remuant constamment, avec une pincée de poivre noir qu'elle cultivait dans ses pots, là-bas, chez elle. Assise à l'îlot central en pyjama, un vêtement que je n'avais pas porté depuis des années, les cheveux défaits, les pieds nus sur le carrelage frais, la lumière du soleil inondait la pièce. Un instant, j'ai eu de nouveau 12 ans, assise à notre vieille table, tandis qu'elle me disait que je pouvais devenir tout ce que je voulais. Puis la voiture de Matthew est arrivée plus tôt que prévu. J'ai senti mes épaules se redresser. Mes mains ont caressé mes cheveux. Mes yeux se sont posés sur le reflet dans la porte du micro-ondes. Ma mère avait remarqué le moindre mouvement. Quand il est entré, il lui a donné un baiser rapide sur la joue, à peine effleuré, a annoncé qu'il avait des appels à passer et a disparu à l'étage. Dès que ses pas se sont éloignés, elle a tendu la main par-dessus le comptoir et a recouvert la mienne de la sienne. « Depuis combien de temps te fait-il rapetisser comme ça ?» J'ai essayé d'esquiver. Elle ne m'a pas laissé le temps. « Charlotte, je t'ai vu vérifier ton apparence 3 fois avant qu'il n'entre. Tu t'es excusée pour le thé dans ta propre cuisine. Alors, je te le demande encore une fois, depuis combien de temps ? Le barrage a cédé. Je lui ai tout raconté par bribes, la gorge serrée. L'algorithme qu'il s'était approprié. Les documents qui m'effaçaient. Le nom Vanessa. Le dîner d'anniversaire qui n'en était pas un. Elle a écouté sans m'interrompre, se contentant de me serrer la main ou de prendre des mouchoirs. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit « Ton père avait une première femme avant moi. » Elle est restée trop longtemps, espérant qu'il changerait. Quand elle est partie, elle avait tout perdu, pas seulement de l'argent, mais elle-même. Elle s'est levée et m'a aidé à me relever. Allez, on te prépare un sac, au cas où. Nous avons rempli une petite valise avec l'essentiel, des vêtements, des photocopies de passeport et l'argent que j'avais retiré par petites sommes pendant des mois. Nous l'avons caché derrière de vieux équipements de ski à la cave. Quand tu seras prête, a-t-elle dit, appelle-moi jour et nuit. Je serai là. Elle est partie lundi matin. J'ai gardé le sac caché. J'ai continué à travailler, mais quelque chose s'était brisé en moi. Les nuits s'allongeaient. Je restais assise dans la salle de bain des invités, porte verrouillée, ordinateur portable sur les genoux, à regarder les tableaux de bord que j'avais créés s'illuminer de confirmation. Un autre contrat de licence signé, une autre clause de défaut croisé activée, une autre pièce du puzzle verrouillée. Chaque clic était comme une bouffée d'air que j'avais oublié retenir. Je repensais à cette fille qui, un jour, codait toute la nuit parce que le problème l'empêchait de dormir. Qui croyait que le talent primait sur la personne qui le manifestait. J'ai rencontré une camarade de classe charmante qui contemplait son travail comme s'il était magique, puis qui, peu à peu, a appris à le traiter comme un meuble. Je l'ai pleuré en silence, non pas en pleurant chaque soir, mais d'un chagrin profond et constant, de celui qui ne réclame pas l'attention, mais qui, malgré tout, transforme tout. Et dans ce chagrin, j'ai trouvé le début de quelque chose de plus difficile. Non pas de l'amertume, mais de la lucidité, la prise de conscience que j'avais passé des années à essayer de gagner ma place à une table qui n'était pas faite pour moi. Alors, j'ai cessé d'essayer. J'ai commencé à construire la mienne. La veille de mon anniversaire, j'étais assise seule dans le salon plongé dans l'obscurité, à regarder le lac refléter les lumières de la ville. Mon téléphone est resté muet. Aucun message de Matthew. Aucun rappel pour le dîner du lendemain. J'ai ouvert mon ordinateur portable une dernière fois. J'ai vérifié les minuteurs. Demain à 20h47, exactement 7 minutes après lui avoir remis l'enveloppe, les mécanismes synchronisés se déclencheraient. Exigence des prêts, blocage des systèmes, gel des fiducies. Tout ce à quoi il tenait était bâti sur du sable que j'avais discrètement remplacé par du verre. J'ai fermé l'ordinateur portable, pris une grande inspiration et, pour la première fois depuis des années, je me suis endormie sans réveil. Le soir de mon anniversaire est arrivé comme n'importe quel autre soir, sauf qu'il ne l'était pas. Je me suis habillée avec la simple robe fourreau noire que je portais il y a des années, avant que Matthew ne décide de mon style. Elle m'allait encore. Il avait étalé 3 autres robes sur le lit, toutes rouges et à paillettes.
Chapeau pour la mise en scène qu'il avait préparée. Mais quelque chose d'élégant, a-t-il dit sans me regarder. Il y aura des gens importants. J'ai pris la noire. C'est mon anniversaire, ai-je murmuré. Je porterai ce qui me plaît. Une lueur a traversé son visage. Surprise. Peut-être par calcul. Il ne s'attendait pas à de résistance. Pas ce soir, dit-il en haussant les épaules et en se détournant, attachant de nouveaux boutons de manchette que j'avais reconnus sur des photos que Vanessa avait publiées en ligne des mois plus tôt. Nous avons roulé en silence jusqu'au centre-ville. Il a envoyé des SMS tout le long du trajet. J'ai regardé les lumières de la ville défiler par la fenêtre. Ma pochette contenait l'enveloppe noire, et rien d'autre. Le compte à rebours était lancé. 7 minutes avant la remise. Tout allait commencer à se dénouer. Vespé occupait le dernier étage d'un hôtel de charme. Sa chambre privée, tout en bois sombre, avec un éclairage tamisé et des baies vitrées donnant sur le fleuve. Lorsque l'ascenseur s'est ouvert, des rires ont éclaté. 40 visages se sont tournés. Ses amis des prestigieuses universités, ses nouveaux partenaires, leurs épouses qui avaient les mêmes taches de vin, sa mère avec son sourire prudent. Pas une seule personne de mon entourage, pas même Mara. Ce n'était pas une fête. C'était un public. Matthew m'a guidé à l'intérieur en posant une main sur le bas de mon dos. Comme on guide quelque chose de fragile ou de jetable. Ma carte de placement était placée au bout de la table. La sienne était à sa droite, en bout de table. Vanessa était déjà assise, sa robe blanche scintillant sous les lustres. Elle leva les yeux à notre entrée, croisant mon regard une fraction de seconde avant de détourner les yeux. Je pris place. Les jeunes épouses autour de moi parlaient de pilates et de maisons de vacances. J'acquiesçais lorsqu'on s'adressait à moi, faisant tourner les aliments dans mon assiette. Le champagne coulait à flots. Les regards se posaient sans cesse sur moi, puis se détournaient. Son assistante leva son verre dans un toast ironique lorsque nos regards se croisèrent. Le dessert arriva. Un gâteau au chocolat orné d'une simple bougie. Matthew se leva et tapota son verre. Un silence de mort s'installa instantanément. Avant de porter un toast à l'anniversaire de Charlotte, commença-t-il d'une voix empreinte de l'assurance calculée de quelqu'un sur le point de lancer une blague. J'ai une annonce à faire. L'atmosphère se fit pesante. Félicitations, l'échec, dit-il en me fixant droit dans les yeux. C'est fini. Un éclat de rire général éclata. Un rire vif, soulagé, festif. Sa sœur aînée applaudit. Sa cadette se couvrit la bouche, mais ne put dissimuler son sourire. Vanessa applaudit, la main sur son bras. Sa mère me lança ce même regard de pitié. Je restai immobile, laissant faire. Un sentiment de vide m'envahit. Puis je me levai. Je longeai la table. Dépalant, mes talons silencieux sur la moquette. Les rires s'estompèrent quand on réalisa que je ne m'effondrais pas. J'arrivai à Matthew, fis glisser l'enveloppe noire sur le marbre jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant son bureau intact. Avant de fêter ça, dis-je d'une voix calme et basse, explique à tes sœurs pourquoi leurs frais de scolarité disparaissent demain. À tes parents pourquoi la maison au bord du lac et les voitures s'évaporent en quelques minutes. À tes associés pourquoi l'entreprise fait faillite avant même le dessert. Un silence pesant s'abattit. Le sourire de Matthew se fissura. Ses doigts hésitèrent au-dessus de l'enveloppe. Je me retournai et me dirigeai vers l'ascenseur. Derrière moi, j'entendis du papier se déchirer. Les portes se refermèrent sur la première sonnerie de téléphone, puis sur un concert de cris frénétiques. La voix de son père appelait son avocat. Du verre se brisait quelque part dans la pièce. Je traversai le hall, sortis dans l'air frais de la nuit. Ma voiture m'attendait de l'autre côté de la rue, une berline électrique silencieuse que j'avais achetée par le biais d'une de mes entités 14 mois plus tôt. Matthew n'a jamais rien su de tout ça. Il pensait que mes rares nuits passées chez lui se déroulaient dans des hôtels bon marché ou chez ma mère. Je me suis glissée à l'intérieur et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Les tableaux de bord se sont illuminés en signe de confirmation. Des notifications d'accélération de prêt ont été envoyées. La plateforme de trading était verrouillée par biométrie. Matthew ne pouvait pas la contourner. Les comptes fiduciaires étaient gelés. Les portails de sa sœur affichaient des messages d'erreur.
L'interface de connexion client défilait en boucle dans des langues aléatoires. Une petite fantaisie que j'avais ajoutée juste pour le plaisir. À travers les fenêtres du restaurant, j'ai observé le chaos se dérouler comme dans un film muet. Matthew déchirant l'enveloppe, son père arpentant le balcon, le téléphone collé à l'oreille, sa mère renversant un plateau de flûte à champagne. Des éclats de cristal éparpillés sur le marbre comme de la glace brisée. J'ai démarré la voiture et je suis arrivé à la maison de ville de Lincoln Park, 3 étages de briques, calme et silencieuse, achetée et meublée grâce à des missions de conseil dont il ignorait tout. Je me suis garé dans le garage, je suis entré, j'ai posé l'ordinateur portable sur la table de la cuisine et j'ai préparé du thé. Le téléphone en mode silencieux à côté de moi était rempli d'appels manqués. Je n'ai pas répondu. Assise dans le salon, lumières éteintes, je regardais la rivière refléter les lueurs lointaines de la ville. Pour la première fois depuis des années, le silence n'était pas pesant. Il était mien. 3 jours s'écoulèrent dans ce calme. Les flux de données racontaient l'histoire. La plateforme d'Apex hors service. Les investisseurs retiraient leurs fonds. Des courriels frénétiques de Daniel exigeaient un accès qu'il n'avait plus. Le 4e matin, la sonnette retentit à l'aube. À travers la caméra, je vis Matthew sur le perron, son costume froissé de la nuit précédente, la barbe mal rasée, le regard vide, sans sa bague de Princeton, sans arrogance. J'ouvris la porte sans m'écarter. « S'il te plaît, » dit-il. Le mot sonnait étrange dans sa bouche. « S'il te plaît, quoi, Matthew ?» La société a disparu. Tout est bloqué. Mes parents perdent leur maison. Mes sœurs ne pourront pas obtenir leur diplôme. Les autorités de régulation enquêtent sur moi pour fausses déclarations. Sa voix se brisa. Dis-moi juste ce que tu veux. Comment arranger ça? Tu ne peux rien y faire, dis-je. Tu ne peux qu'en subir les conséquences. Les mêmes que tu m'as réservées. Il sortit une épaisse enveloppe de sa poche. Des menaces de poursuite judiciaire de son cabinet. Je la feuilletai, reconnaissant le désespoir déguisé en procédure. Tu devrais partir, lui dis-je en refermant la porte. Ce n'est pas fini, dit-il, une lueur d'espoir vacillante dans sa voix. Mes avocats vont te détruire. Je souris. Ils peuvent toujours essayer. Cet après-midi-là, je transférai le dossier à Elena Voss, mon avocate, qui préparait l'affaire depuis des mois. Quelques heures plus tard, elle me répondit. Preuve de propriété sur chaque ligne de l'algorithme d'Oracle. L'enregistrement de la conversation dans un café où son assistante discutait du plan pour m'évincer. Des emails planifiant ma suppression. Ces menaces étaient devenues des preuves contre lui. 2 jours plus tard, la sonnette retentit à nouveau. Vanessa était là, en jean, queue de cheval, sans maquillage. Nerveuse. Je ne suis pas là pour lui, dit-elle rapidement. Il a profité de ma position pour accéder à des informations confidentielles. Il a détruit ma carrière comme il a essayé de détruire la tienne. Elle me tendit une clé USB. Tout est dessus. Transactions, email, enregistrement. Je la pris, mais secouai la tête. Merci, mais je n'ai pas besoin d'alliance. J'ai ce qu'il me faut. Je lui tendis une carte. Celle du régulateur qui m'avait appelé. Elle hocha la tête une fois et partit. Je fermai la porte et retournai à mon ordinateur portable. Nouvelle alerte. Le conseil d'administration d'Apex convoquait une réunion d'urgence pour le lendemain matin. Ils avaient tout retracé jusqu'à mes entités. Je m'habillai d'un simple costume bleu marine, professionnel et discret. Cette fois, je ne servirai pas le café. Le lendemain matin, j'entrai dans la salle de réunion d'Apex Venture, au 32e étage de la Lob Tower, le même endroit où j'avais autrefois rangé des porte-documents en cuir et gardé le silence pendant que Matthew présentait mon travail. Cette fois, les yeux de la réceptionniste s'écarquillèrent de reconnaissance. Je n'attendis pas qu'on m'annonce. Je franchis le seuil vitré, costume bleu marine impeccable, ordinateur portable sous le bras, et me dirigeai directement vers le bout de la table en acajou. 7 membres du conseil étaient figés. Matthew avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Le même costume que chez Vespé, Taille vous l'a demandé. Daniel tapotait nerveusement une tablette qui ne se connectait plus à rien d'utile. Le père de Matthew occupait une chaise pour laquelle il n'avait plus les moyens de se garer.
Je connectai mon ordinateur portable à l'écran sans demander. La première diapositive apparut, la carte complète des propriétés. De l'algorithme Oracle. Messieurs, commençai-je, remarquant le léger recul à ce mot. Vous avez convoqué cette réunion pour discuter de votre crise technologique. Permettez-moi de clarifier votre position. J'avançai. Des dépôts de brevets, tous datés d'années avant l'existence d'Apex, enregistrés sous mon nom de jeune fille, Charlotte. Des accords de licence que Matthew avait signés lors de fenêtres de maintenance de routine, fragmentant le modèle à travers des entités qu'il n'avait jamais remises en question. Des clauses de défaut croisées liant la maison au bord du lac de ses parents, les fiducies de sa sœur, tout. Chaque composant essentiel sur lequel vous vous appuyez appartient à Vanguard Camp Holdings, qui m'appartient entièrement. Les licences ont expiré dès que vous avez annoncé notre divorce chez Vespé. Article 12. Clause de moralité déclenchée. La voix de Matthew se brisa. C'est de l'extorsion. Non, dis-je calmement. C'est une question de propriété. Vous n'avez jamais sécurisé la technologie sur laquelle vous avez bâti votre empire. Ce n'est pas à moi de résoudre ce problème. Je cliquai sur le menu des options. Option 1. Me reconnaître comme fondatrice et actionnaire majoritaire, 70% du capital basé sur une évaluation indépendante de la propriété intellectuelle. Vous conservez 5%. Le conseil d'administration se partage le reste. Option 2. Deuxièmement, je vends la suite Oracle complète à un concurrent pour une bouchée de pain. Vous expliquez à vos investisseurs pourquoi leurs portefeuilles ne valent plus rien. Le silence régnait dans la pièce, hormis le bourdonnement de la climatisation. Marcus Webb, le capital risqueur aux cheveux argentés, toujours pragmatique, se pencha en avant. Il nous faut du temps. Vous avez 1 heure, dis-je en fermant mon ordinateur portable. Mon avocat est dans le hall avec les contrats. Je passai cette heure dans un café de l'autre côté de la rue, observant les coursiers se précipiter dans l'immeuble. À mon retour, les papiers étaient signés. Je repartais actionnaire majoritaire de l'entreprise que j'avais bâtie de toutes pièces. 3 jours plus tard, le Wall Street Journal publiait l'histoire en première page de sa section affaires. L'architecte effacé qui avait récupéré son code et son entreprise. Le professeur Elias Grant du MIT confirma. J'avais créé Oracle pendant mon doctorat. D'anciens employés se souviennent des nuits où je codais pendant que Matthew travaillait. Le rythme était impitoyable. Chaque succès majeur était lié à mes améliorations. Chaque effacement était lié à l'expansion de son cercle d'influence. Une photo de ma remise de diplôme côtoyait une autre de Matthew lors d'une conférence, où il s'attribuait l'innovation. Le contraste était frappant. J'ai décliné toutes les demandes d'interview. La vérité était publique. J'avais du travail. J'ai rencontré un concurrent dans sa salle de conférence avec vue sur le fleuve. 40 millions pour une licence non exclusive. Une clause de non-concurrence de 5 ans dans le secteur financier. Confirmation par virement bancaire avant midi. Cet après-midi-là, j'ai signé le bail des nouveaux bureaux de Vanguard Camp, 6 étages en dessous des locaux agonisants d'Apex. J'ai commencé à recruter discrètement. Lena Okoro, ignorée à la Fed malgré ses modèles de politique monétaire. Sophia Ramirez, dont les algorithmes de risque avaient été attribués à sa supérieure, Priya Singh, une développeuse haute fréquence payée comme une débutante. Nous étions là, dans l'espace vide, à contempler la skyline. Lena a levé son café en l'honneur de celles et ceux qu'on n'aurait jamais dû voir. Nous avons trinqué avec des gobelets à emporter. L'atmosphère était différente. Pas de performance, pas de hiérarchie, juste des esprits qui construisaient ensemble. 6 mois plus tard, j'étais conférencier principal à une conférence FinTech à Chicago. En coulisses, vêtu d'une simple robe noire, micro-réglée, je me suis avancé vers 500 professionnels. J'ai parlé de la prochaine évolution du trading algorithmique, un sujet qui dépassait largement le cadre d'Oracle. Lors de la séance de questions-réponses, quelqu'un m'a interrogé sur mon parcours. J'ai simplement répondu. Être effacé m'a appris que la propriété compte. Les documents comptent. Ne laissez jamais personne dénigrer ce que vous avez construit. L'assistance est restée figée. De l'autre côté de la salle, j'ai aperçu Matthew à un petit stand d'une firme de 3e zone, costume en polyester, cheveux clairsemés, expliquant des obligations municipales à un client peu convaincu.
Nos regards se sont croisés. De la reconnaissance, puis de la honte. Il a détourné le regard le premier. J'ai utilisé une partie des recettes de la licence pour créer l'Aegis Collective, une fondation pour les femmes dont les contributions avaient été volées. Subventions, mentorat, soutien juridique. Le professeur Grant a rejoint le conseil d'administration. Nos premières bénéficiaires étaient déjà en train de reconstruire. Un soir, je me tenais dans mon bureau donnant sur la rivière. Mon téléphone a vibré, un numéro inconnu. Je savais que c'était lui. Le message, tu as tout détruit. J'ai fait une capture d'écran de notre dernier article dans Forbes, entreprise la plus innovante, et je la lui ai renvoyée, puis j'ai bloqué le numéro. Il n'avait pas tort. J'avais détruit tout ce qui était bâti sur des mensonges. Mais de ces ruines, j'ai construit quelque chose de réel. J'ai appelé ma mère. Elle a répondu à la première sonnerie. Maman, il y a 2 pièces dans mon immeuble. Coin lecture Riverview pour vos réunions de club de lecture. Charlotte, je n'aurais pas pu. Tu m'as soutenue dans les moments difficiles. Laisse-moi te rendre l'appareil. Elle pleurait de joie. J'ai regardé mon reflet dans la vitre sombre. La femme qui s'y trouvait n'était plus invisible. Elle avait transformé la pire nuit de sa vie en un tremplin vers quelque chose d'extraordinaire. Parfois, tout perdre n'est pas une fin. C'est le début d'une nouvelle vie, celle de se choisir enfin. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous. Chaque histoire révèle une nouvelle vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin.